Bonsoir. Bientôt de grandes rencontres dans l'éducation nationale. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukouné, envisage les états généraux de l'éducation. Comment cela se présente-t-il? La réponse dans quelques instants. Une jeune internaute meurt dans des circonstances non élucidées. Portée disparue depuis mercredi, Sarah Gandon a été retrouvée agonisante et dit-on morte durant son évacuation au CHU. Que s'est-il passé? Où en est l'enquête de police? On en parle dans le Live Actu. Et ce soir, il sera question de santé. Diagoné Dodier, il est spécialiste santé publique et de l'informatique médicale, CEO d'Innovatis Healthcare, je prononce bien Solution. Nous rejoindrons tout à l'heure en sa compagnie. Nous parlerons entre autres de la qualité de notre système de santé et de l'apport du digital pour contribuer à son amélioration. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information et ça c'est comme vous l'avez toujours souhaité. Je vous dis bienvenue dans le Live Talk. Oyez, oyez, nouvelle semaine, la Team est présente. Il y a des petits changements quand même, je vous en parle, parce qu'aujourd'hui c'est le jour des changements. Bonsoir Sophie Aïda, premier changement, vous vous êtes coupé les cheveux plus courts. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu veux la vraie raison? Oui. Ok, la vraie raison, c'est parce que je souffre d'endométriose. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux et je me faisais défriser les cheveux pendant longtemps. Et le défrisage, en fait, exacerbe un peu les douleurs. Et donc, voilà, j'ai décidé d'avoir quelque chose qui peut-être aidera, en tout cas, aux douleurs. Et puis, les cheveux courts, bon, ça me va, on m'a dit. Donc. Je pense que vous avez dit parce que vous les aimez. Mais non, voilà. Puis à la base, ce sont ses cheveux. Monsieur Kouachi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yana Assi. Bonsoir, On est un Maurice. peu quoi, elle en fait ce qu'elle veut. Changement de coupe aussi. Changement, ça m'arrive de me laisser les cheveux, ouais. Ça m'arrive. Chez Madame Bleu, le changement il est au niveau de la paire de lunettes. Effectivement. Ah ouais, c'est vrai. J'ai regardé une Aviette. série dernièrement sur Netflix, je pense que ça m'a inspiré. Elle vous va bien aussi. Je trouve que ça lui va bien, oui. Très bien. Bon, on va tout de suite commencer par le tour de notre... Chez vous, le changement, c'est la couleur de la tunique. Hein. Ah oui, Oui, c'est le We changement. like it. beaucoup plus Couleur clair. beaucoup plus claire, Pastel, ça vous va bien. Ouais. On aime Et bien. Brice, avant le tour de l'actualité, il y a quand même la Il y a la petite petite info, hein. actualité. Oui. J'aurais dû dessiner la fourmi, ça, Très très ça bien, oui, aiderait. il est pas sur ma fiche. Notre petite info nous parle de singes et nous sommes en Inde. Et nous sommes en Inde, oui. Alors, on sait tous hein, Donc, les de petites techniques divinité. traditionnelles pour voler, pour cambrioler et tout, on les connaît tous. Mais ce qui va vous surprendre, c'est qu'en Inde, les macaques sont connus pour voler parfois dans les maisons de la nourriture, parfois même attaquer les passants et voler. C'est un peu des pickpockets. Non. Alors, certains en ont Par utilisé abus. pour... Non, mais certains... Terminez Serge. votre info. Oh. Alors certains l'ont utilisé justement ce phénomène-là pour en faire un business et ce sont des hommes qui utilisent ces singes pour aller voler des gens, pour aller cambrioler et ça a été le cas pour cet Ils avocat sont justement. apprivoisés pour aller voler. Non, en fait on les entraîne. Oui, c'est ça. C'est un peu, vous savez les chiens de garde, ils sont entraînés pour garder et tout et eux ils sont entraînés pour aider justement les cambrioleurs à C'est aller bon, voler hein. et ils sont connus pour ça. Donc le cas justement de cet avocat-là qui était à bord de son véhicule, qui a été encerclé par les hommes et les singes, c'était 3 hommes, par les hommes et les singes et donc on va dire que les voleurs ont demandé aux singes à l'un de se mettre à l'arrière et à l'autre de se mettre à l'avant. Donc les singes sont entrés dans le véhicule. Ils ont justement volé l'équivalent de 67 €, donc 6 000 roupies. Et voilà, donc le monsieur effectivement a porté plainte, la victime a porté plainte. Contre qui? Et- Contre les singes? Non, contre les voleurs. Donc ils ont pu retracer 2 des hommes. L'autre s'est enfui. En tout cas, ils ont pris les 2 singes et puis 2 des hommes. Après, je ne sais pas quelles sont les charges qui seront retenues contre les singes. jurisprudence, ouais, pas Complicité, je ne sais pas. Non, ça va complicer un peu, mais quand elle est condamnée, on les envoie. Allez, Mais vous, moi, je m'insurge, hein, Oui. parce que je m'érige en défenseur des droits des singes. Singe, c'est... Ils ont été ça- exploités selon Ouais, Totalement. non, mais en plus, c'est un animal que j'aime beaucoup et c'est mon signe astrologique chinois. Il y a des singes qui font des merveilles, comme Serge et récemment. Serge. Comme Oh. récemment, Wow, il y a un bravo. singe, Bravo. il y a un singe scientifique, un singe savant. Vous pouvez checker sur Google. Qui joue d'un jeu électronique à l'aide d'une puce implantée dans son système nerveux, Grâce à dans son Elon système Musk. neurologique. Il joue à un jeu électronique, c'est vous dire, grâce à la pensée. Donc, je vous dire que les singes, si vous voulez en parler, il faut relativiser pour dire qu'ils ne font pas que voler. Ils peuvent aussi aider la science à développer beaucoup de choses. On va faire le tour de l'actualité. À tout de suite.
Alors, on parle d'éducation nationale ce soir, en premier point de notre Live Actu. Et c'est la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, qui envisage les états généraux de l'éducation nationale. Ça a été suggéré, ça a été appelé, ça a été souhaité sur ce plateau-là. Et je pense que, M. Kouachi, vous êtes plutôt heureux ce soir. Oui, très, très heureux, mais bon, après encore... c'est pas la première fois qu'on entend parler justement de ces états généraux. Est-ce que ça va vraiment aboutir à ce dont on a envie de rêver pour ce pays et pour le système éducatif de ce pays-là? Pour l'instant, en tout cas, ça nous laisse heureux parce que c'est au moins annoncé par une anthropologue aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, une anthropologue qui devient ministre de l'Éducation nationale. Je pense que c'est quand même un bon signe. Et puisqu'on parle justement d'éducation nationale, petite interrogation, qu'est-ce que l'anthropologie sur ce plateau? Interrogation rapide. On lève la main. La question. Je pense que c'est l'étude des sciences humaines. Levez la main, madame. Mais je suis devant toi directement. Mais levez la main, on est à l'école. Tu m'entends, non? On est à l'école. Je ne lèverai pas la main. Voilà. L'étude Ça, c'est la résultante de notre système éducatif en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons besoin des états généraux. qu'on Vous appelle voyez le le raccourci. comportement? Bon, d'accord, allez-y. Donc, l'étude, vous m'avez dit, l'anthropologie, c'est... Je pense que c'est l'étude des sciences sociales, humaines, voilà. Oui, exactement. Donc, l'ensemble des sciences qui étudient l'homme en société. Donc, c'est une anthropologue qui devient ministre de l'Éducation nationale. Je pense que c'est de bon augure, en tout cas. Donc, lors de sa prise de fonction, nous l'avons entendu sur certains propos qui ont attiré notre attention. Donc, pour la ministre Mariatou Koné, donc précédemment ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, l'éducation constitue la racine de l'apprentissage. Je pense que c'est déjà pas mal qu'on attaque la racine de l'apprentissage pour notre société. Elle nous dit, entre autres, « Je m'engage à consolider les acquis et à apporter les améliorations nécessaires à l'effet de rendre notre système éducatif toujours plus performant en matière d'offres, en matière d'accès, en matière de qualité. » a-t-elle lancé, ce qui me rend toujours joyeux, car là, nous parlons maintenant, en plus de la racine qui est l'éducation, elle nous amène vers l'aboutissant hein, pour avoir une offre de qualité. Donc la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut réaliser cette ambition avec l'ensemble des acteurs et des partenaires directs ou indirects de l'école, dont les enseignants, les syndicats, les élèves, les partenaires techniques et financiers et la société civile, d'où justement ces états généraux. Donc. Alors justement, pour revenir aux états généraux, M. Kouachi, en quoi vont-ils consister? C'est-à-dire, je crois que ce sera un dialogue direct avec tous les acteurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est de... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un dialogue direct avec tous les acteurs précités tout à l'heure qui ont un lien direct ou indirect justement avec le secteur de l'éducation nationale, ce qui me rend d'autant plus heureux, puisque j'ose croire que les grandes oreilles et les grands yeux qui nous écoutent pourront également mettre à contribution toutes les idées que nous avons pu lancer sur ce plateau-là et que nous recommencerons à faire, car de façon indirecte, nous pourrons également participer à ces états généraux. Il faut reconnaître que récemment, l'éducation nationale en Côte d'Ivoire avait été pointée du doigt. Il y a eu de nombreuses plaintes, le regard des uns et des autres, en tout cas concernant ce domaine n'avait pas été, les avis n'avaient pas été tendres et la nouvelle ministre a saisi au bon son entrée dans le gouvernement. Elle a dit dans un premier temps, par respect d'ailleurs pour ce qui avait déjà été, avait été fait, en disant consolider les acquis déjà. Consolider parce qu'il y a des acquis. Tout n'est pas si mauvais. Alors, mais c'est comme, oui, bien sûr, il y a des acquis, tout n'est pas si mauvais, même si on va pas dire que c'est discutable. Mais effectivement, comme vous le dites, ça part déjà de la consolidation des acquis, ce qui n'est pas mal. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est justement, on parle souvent justement de ce système éducatif et c'est vraiment ces acteurs-là qui sont responsables de tous les résultats qu'on peut avoir aujourd'hui, quelle que soit, je veux dire, la politique qui est mise en place. Mais il faut savoir que ces acteurs-là ont souvent eu l'impression, quand on entend certains témoignages, de ne pas forcément être entendus ou de ne pas forcément faire entendre justement les avis ou les apports qui pourraient apporter justement l'amélioration de ce système éducatif. Et donc on estime que là, ils ont une lucarne, ils ont justement cette porte qui est ouverte à la discussion, à l'échange et aux propositions qu'ils pourraient mettre sur la table. Donc
on ne devrait pas normalement avoir de raison, on devrait aller de façon très crescendo, quoi. Et puis je pense que de toute façon, la ministre Mariatou Koné, en plus de ses compétences déjà citées par Serge, n'a pas vraiment le choix aussi. Elle a en charge un dossier brûlant. On sait qu'il y avait déjà une grève qui lui pendait au nez avant sa passation de charge au niveau de l'enseignement confessionnel privé, pardon. Et il faut savoir également que je pense le président plutôt attend des résultats, attend des solutions, attend que ces différents ministres puissent apporter des solutions précises aux problèmes des Ivoiriens. Donc l'école ivoirienne est un véritable chantier qui peut-être depuis plusieurs années est sinistré également. On l'a vu avec les différentes grèves, les différentes tensions qu'il y avait au niveau du paiement des scolarités, COGES, même du niveau scolaire. On a eu le dernier rapport en date qui a créé la polémique, le rapport PASEC, où la Côte d'Ivoire était classée avant-dernière des systèmes éducatifs francophones. Ça a fait grand bruit. Donc je pense que derrière, on attend des résultats. Je pense que c'est la personne idéale, en tout cas je l'espère. On verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que c'est la personne idéale pour pouvoir arriver à des résultats concrets. Ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'écoute aussi parce que l'éducation, ce ne sont pas uniquement que les élèves, les professeurs, mais aussi les parents. Pour parler des acquis que vous avez signifiés tout à l'heure, je pense que c'est la moindre des choses de le souligner. Le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures d'ordre social telles que le paiement des effets financiers du CAP des instituteurs de 88 à 92 à hauteur de 6 milliards de francs CFA, payés totalement en 2012. En outre, l'État a consenti le paiement des 50% restants des effets financiers de la bonification indiciaire et du reclassement des personnels du secteur d'éducation, formation de 2007, soit un cumul de plus de 91 milliards de francs CFA qui a été entièrement payé également en 2012. Dans cet élan, l'État a consenti le paiement du reliquat de 5 000 francs de l'indemnité de logement des instituteurs qui a été payé en janvier 2013. Les concernés ont maintenant 40 000 francs d'indemnité de logement par mois. Voilà, donc il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui qui ont amené l'État à dépenser près de 363 milliards 600 millions de francs CFA. Donc pour parler des acquis, je pense qu'effectivement il y en a un Sophie, non, mais j'allais juste te dire que je pense qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, le système éducatif en Côte d'Ivoire a besoin d'une véritable audit. Il faut de l'écoute, il faut du travail, et puis c'est ce qui est en train de se faire, et on espère avoir du. Les plus sceptiques disent, est-ce que c'est pas une annonce de trop? Parce que même moi, si on m'avait nommé ministre, la première chose que j'allais dire, tiens, je suis là, je vais consolider des acquis, et puis on va provoquer des réflexions. Alors moi, je ne les appellerai pas des sceptiques, mais des détracteurs, parce que effectivement, c'est ce que tout le monde doit faire. Il faut maintenant laisser la dame arriver après son premier mois, son deuxième mois, son troisième mois. Si rien n'est fait, ok, on pourra dire qu'on est sceptique. Mais pour l'instant, je pense que je suis quand même content d'avoir entendu parler de ces états généraux. Il faut réaliste en disant que c'est vrai qu'il va peut-être avoir les états généraux. C'est vrai qu'il y a des efforts qui seront faits, mais tout ne sera pas fait avec un coup de baguette magique. D'autant plus que il reste pour le gouvernement en place, pour le régime en place, on est dans un mandat qui s'étend sur 4 ans, 5 ans. Il reste encore 4 ans d'exercice à peu près, ou 5 ans maximum. Est-ce qu'on peut transformer l'éducation nationale de ce pays-là? En tout cas, je pense qu'on peut au moins planter les bases pendant cette période-là. On peut au moins planter les bases déjà et dans la continuité d'État. D'amélioration. Je crois que le mot c'est amélioration du système. Voilà. On a beaucoup d'exemples dans la sous-région. Je pense qu'en se basant sur les différents rapports que la Banque mondiale a eu à faire en 2017 sur l'école ivoirienne, en se basant également sur le dernier rapport PASEC, voir ce que font ceux qui sont au-dessus de nous dans le classement en termes de bonnes pratiques, ce qu'on appelle les best practices, les bonnes pratiques, comment tirer le meilleur de ces bonnes pratiques pour l'implémenter à notre système éducatif. Localiser de façon géographique les bonnes pratiques pour notre système scolaire. En gros, c'est ce moi j'ai retenu personnellement du dernier rapport PASEC parce que on a eu des approches qui ont été tentées mais qui ont été copiées sur des pays comme le Canada, comme la France, qui ne reflètent pas forcément les réalités de notre système au niveau géographique. Donc moi, je pense que quand vous dites amélioration, c'est bien, mais moi je pense carrément à recréer
ce système scolaire. Mais ça commence justement par ces états généraux-là, donc c'est la bonne démarche. On estime que c'est le premier pas qui est déjà bien fait, qui est le bienvenu, et puis on espère que maintenant de ces états généraux ressortiront, on va dire, des perspectives qui sont dans le cheminement de l'amélioration. On regarde beaucoup plus l'enseignement professionnel, je pense. Aussi. Tu disais tout à l'heure que est-ce que c'est pas une annonce de trop, mais je pense que ça fait partie de ses tâches. Et de plus, quand un ministre ou un ministère accomplit ou démarre une tâche, il doit l'annoncer. Donc c'est un peu, she can't have to, tu vois. Best practice. Best practice. Bon, en tout cas, je plaiderais en tout cas pour beaucoup plus de conseillers d'éducation scolaire et très tôt dans le système, à partir de la maternelle même, qu'on puisse regarder les aptitudes des enfants comme cela se fait ailleurs, pour savoir les orienter en fonction de leurs aptitudes, pour qu'on puisse avoir véritablement des hommes de carrière, de métier et de carrière. J'ai noté que vous avez de nombreuses propositions et je pense que comme vous, il y a tous les acteurs du système éducatif, en tout cas tous ont une seule ambition, qu'aujourd'hui l'éducation nationale en Côte d'Ivoire se retrouve dans les meilleures conditions. Et puis tu sais que sur ce plateau, tout ce qui est dit, voilà, there can be miracles when you believe. On va parler d'une autre situation, celle-là beaucoup plus triste. Ouais. La toile ivoirienne a été secouée, donc on l'a dit, par le décès tragique de mademoiselle Sarah Gandon, j'en parlais tout à l'heure, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Champagne d'Afrique. On en parle avec vous, Réana. Tout à fait. Alors c'est cette intrigue-là justement autour de ce décès qui, on va dire, qui enflamme la toile en ce moment. C'est une jeune dame, comme tu l'as dit, du nom de Sarah Gandon, qui était connue sur les réseaux sociaux par pas mal d'internautes qui ont d'ailleurs réagi suite à l'annonce de ce décès. Donc on va resituer, c'est une jeune dame qui a été retrouvée, elle avait déjà été portée disparue depuis le 7 avril 2021, où ses proches avaient laissé sur la toile, on va dire, un avis de disparition, un avis de recherche. À travers toute la toile, ça avait circulé. Et malheureusement, elle avait été retrouvée agonisante et dans un appartement. Et malgré l'évacuation immédiate au CHU, elle a perdu la vie. Alors, ce qui intrigue le plus, c'est les circonstances. Nous reprenons les faits de nos confrères de Life Magazine. Alors, c'est une grosse intrigue parce qu'une enquête est en ce moment ouverte. La police n'a fait que constater les faits. Jusque-là, on ne sait pas où en est encore l'enquête. On n'a pas les informations officielle sur les faits exacts qui ont mené justement. L'enquête est en cours. On n'a pas encore les informations exactes sur les faits qui ont mené justement à ce décès. Mais on a eu pas mal d'échos de certaines sources proches qui affirmaient qu'elle avait peut-être eu rendez-vous avec un homme qui s'était donné rendez-vous au Grand Carrefour de Koumassi et que c'est suite à ce rendez-vous-là qu'elle avait disparu, qu'on n'avait plus de nouvelles et qu'elle avait été retrouvée justement dans une résidence agonisant, comme je l'ai dit, et très mal. Et c'est ces cris justement qui avaient alerté le voisinage qui était venu lui porter secours. Donc, pour le moment, on attend toujours d'avoir les faits, mais c'est une grosse intrigue. C'est une grosse intrigue. On n'est peut-être pas dans un cas similaire, mais je crois qu'on avait déjà, il y a quelques mois, entendu également d'autres femmes qui avaient été victimes de situations quasi similaires. Oui, en tout cas de femmes qui ont perdu la vie dues à des violences, soit sexuelles ou violences faites aux femmes. Une actrice bien connue d'une série ivoirienne. Dans un appartement, ligotée, une jeune fille de 18 ans, je crois, si je me souviens bien, au niveau du rond-point de la 2, qui avait été retrouvée morte aussi dans la nuit, voilà, après une sortie de boîte de nuit. Voilà, il y a pas mal de cas ces derniers mois, c'est vrai, qui ont été recensés. Et ça devient récurrent. Ça doit lever, je pense, en tout cas, ça doit nous envoyer à nous interroger sur également les pratiques aussi, au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai que de toute façon, il ne s'agit pas que des réseaux sociaux. On est bien obligé de faire attention, même aux gens qu'on rencontre dans la rue, mais bon, ça interpelle aussi sur de la vigilance à avoir et sur les réseaux sociaux et dans la rue. Maintenant, il y a une phrase qu'on entend, c'est les enquêtes sont en cours. Voilà, justement, et quand on entend cette phrase-là, très souvent, les Ivoiriens, dans la généralité, vous disent « Oui, en Côte d'Ivoire, on sait très bien que les enquêtes commencent, mais elles n'aboutissent pratiquement jamais. » Et malheureusement ou heureusement, j'espère en tout cas qu'elles aboutissent, sauf que j'ai l'impression que la communication n'est pas forcément faite sur les résultats de ces enquêtes. Moi, je vous parlais par exemple du cas Awa Fadiga, on s'en souvient, c'était en 2014, en mars 2014, je pense, qui a fait grand bruit, il y a même eu des marches, tout le monde s'était mêlé, le directeur du CHU
de l'époque de Cocody était tombé avec pas mal de ses collaborateurs suite justement à ce drame et à ce qui avait été jugé comme négligence. Mais en ce qui concerne l'auteur des faits, notamment le chauffeur de taxi, je pense qu'un mois après, on a entendu parler d'un nom, un certain Isiaka Koné, de nationalité burkinabé. Bon, pour ce qui se sait, en tout cas, ça s'arrête là, parce que aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé au jugement de ce dernier-là, a-t-il été acquitté, a-t-il été condamné, on a difficilement les informations. Le point de votre intervention, Serge Kouachi, le point. Moi j'aimerais vraiment que les enquêtes soient menées, qu'on ait autant sur les faits qu'on ait de la médiatisation, mais autant sur les résultats d'enquête, qu'on ait une médiatisation pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité. Et ça pourrait en dissuader aussi, au passage. Voilà, effectivement. Mais ça, c'est sûr. Alors, ça pose un problème. Hein. Aujourd'hui, on a parlé de ces femmes-là qui se retrouvent dans des situations difficiles, elles sont violentées, malheureusement certaines perdent la vie. Est-ce qu'il existe... Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ces choses-là n'arrivent plus? Est-ce que, par exemple, Madame Brou, il existe des situations, des solutions Je pense que il y a des gestes simples. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme également, lorsqu'on se retrouve dans une situation délicate ou qu'on s'apprête à aller quelque part, surtout la nuit, je pense que le réflexe serait déjà d'informer nos proches, tout simplement, de partager l'information ou de partager la photo de la plaque d'immatriculation du taxi. Maintenant, il y a des applications de VTC, comme on les appelle, où on va dire qu'on est sécurisé parce qu'on a la plaque d'immatriculation, le nom du chauffeur du taxi. Mais la dame nous disait la dernière fois sur le plateau, la directrice d'Uber, qui a un bouton qu'on peut appuyer alerte, aussi. Effectivement. Donc, par exemple, on peut, lorsqu'on se retrouve quelque part, on peut partager en temps réel sa localisation avec ses proches. Ça existe sur Google Maps, ça existe même sur WhatsApp, on peut partager en temps réel sa localisation. Il suffit qu'on ait une connexion Internet. Et il y a plein d'applications depuis le phénomène MeToo. Il y a plein d'applications développées pour les femmes, pour qu'elles se sentent en sécurité. Il y a par exemple AppL qui existe, il y a Street Alert, Garde ton corps. C'est des applications, il suffit juste d'appuyer un bouton. Et dans cette application, vous avez déjà présélectionné les contacts des personnes sûres de votre entourage qui, en cas de problème, en cas de nécessité, recevront un SMS déjà préenregistré. Alerte, aidez-moi, je suis en danger, et qui pourront recevoir cette information et vous le géolocaliser en temps réel. Donc c'est important d'avoir ce genre d'information. 2.0, mais avant, de façon plus basique, déjà, quand on a envie de sortir, on dit à son frère, à sa sœur. Mais je pense que c'est ce qui, dans ce cas, justement, a permis de retrouver la jeune dame et d'avoir les informations selon lesquelles elle était... C'est-à-dire que même si on n'est pas... De retracer un même tout si petit peu, on n'est pas connecté, je veux dire, c'est pas forcément des pratiques 2.0, on vit dans un monde connecté. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez pouvoir penser exactement que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans le monde des bisounours. Si vous êtes bien là aujourd'hui, vous pouvez avoir aussi des problèmes. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus accessible et plus visible des prédateurs. C'est un fait. Parce qu'en général, on partage les lieux où on se trouve, les lieux où on va chiller, où on va s'amuser, où on va fêter. Lorsqu'on n'est pas à la maison, on va dire qu'on est en voyage à San Pedro, donc on sait qu'on n'est pas là. On nous suit à la trace. Même prenez une photo, vous prenez une photo de vous. En général, la localisation des photos est préenregistrée dans nos téléphones. Il suffit que moi, j'utilise une application qui est téléchargeable gratuitement sur le store. Faut pas dire. Je sais où vous vous trouvez parce que votre photo me dit exactement grâce à Google Maps où votre photo a été prise en temps réel. Donc, j'aimerais bien retrouver, faut faire attention, tout simplement. Un podcast sur les pages de Madame Brou qui nous explique ce que vous venez de nous dire là. Ce serait très intéressant, je pense, pour toute cette communauté de jeunes qui vous suivent également sur les réseaux. Merci. Il faut faire attention. Oui, il faut faire très attention. Très attention à qui on fréquente surtout. On est dans un monde de Parce qu'après, prédateurs, on a beau expliquer sa localisation et tout ça, mais il faut surtout faire attention aux personnes qu'on fréquente parce que souvent, même ces personnes qu'on fréquente, qu'on pense connaître, ne sont pas forcément, ne vous montrent pas leur meilleur visage. On ne peut pas tout savoir, en fait, de toute façon. Mais en tout cas, faites très prudent. Vous pouvez échanger avec quelqu'un sur Facebook, mais il est important peut-être de regarder dans ses amis, dans ses contacts. Peut-être que son profil a été créé il n'y a que 2 jours, mais ce sont le genre d'informations qu'on ne vérifie pas. On ne va pas chercher sur Google, quand on tape son nom, qui il est,
pour avoir le maximum d'informations. Donc, il faut faire être attention. alerte parce que je pense que plus les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, plus la technologie avance. Aujourd'hui, je veux dire, ce qui paraissait simple avant en termes de prévention est aujourd'hui beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussé. Donc, je veux dire, plus on a cette latitude de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, plus on doit aussi être capable de prévenir certains risques. On ratisse large, hein, mais on n'est pas en train de s'ériger en tant qu'enquêteur sur cette affaire-là. Rien ne nous dit que ça part des réseaux sociaux. Notre objectif sur ce plateau est d'aujourd'hui attirer l'attention et des uns et des autres de faire la sensibilisation pour dire qu'aujourd'hui une situation s'est produite, on n'en connaît pas les tenants ni les aboutissants. En tout cas, on a des bribes d'informations. On va juste retenir ce qui est factuel, c'est que malheureusement, une dame perd la vie. Elle est portée disparue, on la retrouve et malheureusement, quelques heures après, dit-on, elle perd la vie. Comment aujourd'hui nous pouvons apporter l'information à nos téléspectateurs pour éviter que ce genre de choses se produisent dans un premier temps, et c'est universel, faites attention à qui. Et même si ça se produit, on a la possibilité d'avoir des éléments d'information, de preuve. Par exemple, vous pouvez faire un live au cas où vous n'avez pas la possibilité de contacter quelqu'un, faire un live Facebook pour que votre agresseur soit exposé automatiquement. Quand vous avez accès à votre téléphone. Tout à l'heure, Brice, tu parlais de sensibilisation et je pense que c'est aussi important parce que là, malheureusement, cette jeune femme est décédée, mais pour celles qui pourraient se retrouver dans des situations où elles sont victimes, là où je veux aussi sensibiliser, c'est au niveau de la population, de la société, qui, je trouve, malheureusement, très souvent, n'apporte pas le soutien nécessaire à ces femmes qui sont victimes de violences physiques ou de violences sexuelles. On l'a vu sous la publication, il y avait des commentaires. Énormément de commentaires dénigrants ou je veux dire méchants même, de quelqu'un qui a perdu la vie avec des messages tels que oui, bah, écoute, si elle est toujours en train d'exposer son corps, elle n'a que ce qu'elle mérite. Donc moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que lorsque ces femmes-là viennent et crient à l'aide, qu'on les accuse d'avoir cherché la situation dans laquelle elles se sont retrouvées. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup n'osent même pas parler. Ou si elles se retrouvent justement dans ce genre de situation, se disent « Ah, mais qui est-ce que je vais appeler pour venir me sortir de cette situation ?» Donc je pense qu'il y a une responsabilité aussi au niveau de la société, au niveau des amis, de la famille, de ne pas souvent juger et de ne pas et au contraire d'écouter. Après, c'est aussi basé sur un fait. C'est aussi basé sur un fait. Certains vous diront qu'on a l'habitude de voir ces jeunes dames-là s'exposer sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'elles sont à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose est risqué. Donc elles seraient elles-mêmes allées vers ce risque-là. Mais enfin... Il faut que la jeune fille aussi fasse attention. Je ne dis pas, loin de moi, l'idée de dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que c'est très risqué. On n'est pas à l'abri des regards pervers, on n'est pas à l'abri justement des détracteurs, on n'est pas à l'abri de tous les risques en fait qu'on peut encourir. Donc c'est justement cette petite part de la population féminine qui parfois, on le sait, à Abidjan, on a des phénomènes qui prêtent justement à donner ce genre d'accusations de femmes justement qui vont s'adonner à certaines pratiques qui malheureusement jouent sur, on va dire, la conscience des gens. Et puis, dès qu'on voit une femme dans le drame, on se dit justement que c'était une femme qui est allée chercher quelque chose. C'est cette conscience, je pense qu'il faut changer. Parce que si un homme se retrouve dans la même situation... Non, il faut avoir une responsabilité. Non, il faut avoir une responsabilité vis-à-vis de ces situations. Il n'est pas agressé. Non, tout à fait. Non, je suis d'accord, mais il faut avoir une responsabilité. Oui, mais combien, tu vois, mais quel est le pourcentage, tu vois? Non, il faut faire attention quand même. Moi, je pense à comment on utilise les réseaux sociaux parce que parfois, malheureusement, ça peut mal retomber. Très bien, messieurs. C'est un débat qui a envie de se poursuivre. C'était très bien. Mesdames, faites attention, mais même dit messieurs, parce que souvent, les hommes se sont laissés entraîner dans des situations compliquées parce qu'on avait utilisé une femme comme elle n'a pas. Voilà, on sait que, voilà, et malheureusement, vous dire faites attention, faisons attention, et c'était un peu le point de ce vigilance. Le point vigilance. Et puis penser pour sa famille, ses proches, qui doivent souffrir de cette disparition. En tout cas, au nom de Live TV, donc toutes nos condoléances donc, à la famille de Miss Sarah Gandon et à tous les autres. Diagoné Dodier est avec nous autour de cette table. Il est spécialiste de santé publique et de l'informatique médicale. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Brice. Alors, vous définissez, comme je disais tout à l'heure, spécialiste de santé publique et de l'information médicale. Il y a une autre façon de voir la chose. C'est pour nos téléspectateurs, comment on présente votre domaine? Un spécialiste de la santé publique, c'est un professionnel de la santé qui s'occupe de la santé des populations. Et donc, ce n'est pas un praticien qui va voir un patient tous les jours.
mais il travaille sur les grandes questions de santé, comme notamment la pandémie du Covid, sur la pandémie du VIH-Sida. Et donc, faire en sorte qu'on ait des stratégies à même de tacler ces pandémies-là. Alors, justement, pardon Serge, vous êtes CEO de Innovative Healthcare Solutions. Yeah. Ça traduit un tout petit peu. Hein. Vous cherchez des solutions innovatrices pour lutter contre les maladies. En fait, Innovative Healthcare Solutions est une entreprise spécialisée dans la recherche de solutions innovantes pour tacler des challenges de santé. Et donc, entre autres solutions innovatives, on va chercher des solutions en e-santé pour pouvoir résoudre des problèmes de santé. On parle de e-médecine, c'est ça. En fait, vous êtes une sorte de Edith Brou, mais dans le domaine de la médecine. On va dire ça, mais un peu plus large, parce qu'on fait aussi du conseil en santé. En santé. Et tout. Dans le domaine. Serge, tu as une question pour le docteur? Oui, alors justement, moi j'ai juste envie de vous demander, vous êtes médecin urgentiste au CHU de Treichville, ensuite à la tête d'une direction régionale du ministère de la Santé. Avant d'être aujourd'hui, on peut dire que vous connaissez bien le système en fait, dans lequel vous êtes intégré aujourd'hui. Vous êtes passé de médecin urgentiste à aujourd'hui spécialiste de santé publique. Il y a un parcours. Bah d'accord, ouais. On peut dire que j'ai assez navigué dans le système de santé, donc je le connais un petit peu bien. Et la question arrive. Bah justement, la question, c'est quels sont, selon vous, les principaux problèmes qui minent ce système, puisque vous le connaissez en fait. Vous pouvez nous faire l'état. Oui, bien entendu. Honnêtement. Honnêtement, oui. On va parler sans langue de bois. Filtre, ouais, sans filtre. Voilà. Donc, on va dire que le système de santé ivoirien est souffrant. Il devrait prendre en charge la santé de la population, mais lui-même il est souffrant. Et le problème du système de santé se voit à plusieurs niveaux. Je pense que le système de santé ivoirien souffre d'un sous-financement. Donc ça, c'est le premier problème. Donc, il n'y a pas assez d'argent pour le système de santé. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire alloue 5%, environ 5% de son budget total à la santé, alors que selon les conventions internationales, on devrait être à 15%. Donc c'est dit que si on augmente les dépenses, le financement de la santé, on devrait pouvoir faire plus de choses. Mais en dehors du financement, on a également un problème de gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis. Et tous les rapports qui ont fait l'état des lieux du système de santé ont trouvé qu'il y avait un problème de gouvernance, donc de coordination des soins de santé. Et puis vous avez des problèmes de qualité et aussi des problèmes de formation du personnel de santé. Parce qu'il y a la formation initiale, mais il y a également la formation continue. Donc quand vous emmenez... Au-delà de ça, il y a d'autres mots qui reviennent très souvent, c'est la corruption, le trafic de médicaments, la non-gratuité de certains soins. Comment on remédie à tout ça? On va dire que le système de santé n'est pas en dehors de la société ivoirienne. La société ivoirienne est une société corrompue. Donc le système de santé est également corrompu. Donc pour remédier à cela, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire il faut avoir des décideurs qui ont une vision et il faut refonder le système de santé. Est-ce que ça aiderait d'avoir à la tête du système de santé en Côte d'Ivoire un praticien? Pas nécessairement un praticien, mais quelqu'un qui se ferait entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent et qui connaissent le système de santé. Qui sont dans la réalité de ce secteur. Bien entendu, bien entendu. Parce que vous avez un médecin qui pratique dans un hôpital de la place. Il n'est pas forcément un spécialiste de santé publique, il n'est pas forcément à même de comprendre le système de santé, il n'est pas forcément à même de trouver des solutions adaptées au système de santé. Est-ce que ce n'est pas le capitalisme à outrance qui aussi mine ce système de santé où on sait que certains médecins préfèrent travailler dans des cliniques et enchaîner les malades au lieu peut-être de travailler dans des CHU ou ce genre de choses. Est-ce que le capitalisme aussi n'est pas un des fondements du mal-être, en tout cas, de la santé en Côte d'Ivoire? Au capitalisme, je voulais dire... Au-delà du capitalisme, docteur, ce n'est pas une question même de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de valeur, aujourd'hui, la vie humaine est un tout petit peu sacrifiée sur l'autel des intérêts? C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous ne vous soignez pas. La fameuse fois, c'est l'hôpital, c'est fou de la charité. Vous n'avez pas d'argent, vous ne vous soignez pas.
c'est comme ça que le système a été conçu, en fait. C'est-à-dire, malheureusement, c'est ainsi qu'il a été conçu. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire décide de redéfinir le système de santé et dit aujourd'hui, si un patient arrive à l'hôpital, il doit être pris en charge sans avoir à payer un sou, c'est une politique nationale. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous dans le système doivent obtempérer. Mais l'État peut le dire et puis on va voir certains infirmiers qui peuvent voler des médicaments. Mais après, il a parlé de formation. Moi, je pense que c'est super important parce que là, on est en train de parler de capitalisme, on est en train de parler. Mais n'oublions pas qu'on parle de santé et de médecine. Il y a le serment d'Hippocrate en principe. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ça, même dans la formation d'un médecin, à ce qu'il en oublie son serment d'Hippocrate pour se remplir les poches? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Mais vous savez, dans toute société, dans tout secteur, il y a des individus indélicats. Et donc, le système de santé doit être conçu de sorte à pouvoir faire un suivi de tous les acteurs qui sont dans le système et épingler ceux qui sont, qui font des choses pas nettes et les mettre hors du système. Avec votre structure... M. Diagonet a parlé de gouvernance. Je pense que c'est à ça qu'on fait référence. Avec votre structure, justement, quelles sont les solutions informatique ou tout ce que vous voulez que vous apportez justement pour aider à cette bonne gouvernance-là et à ce bon suivi de ces pratiques et de ces bonnes pratiques au niveau des médecins? Il faut dire d'abord que les solutions ne sont pas que informatiques. Parce que si vous ne travaillez pas sur l'homme, si vous n'instaurez pas une certaine culture de la qualité et que vous venez avec un gadget informatique, personne ne vous suivra. C'est-à-dire vous devez former les individus, mais également venir avec de nouvelles technologies et puis les promouvoir, faire un suivi. Et pour revenir à votre question, comment on se sert de la technologie pour apporter de la qualité? C'est-à-dire, avec la technologie, on peut concevoir des procédures et donc pour un patient qui vient pour une pathologie donnée, le personnel de santé sait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à avoir un dossier médical universel, c'est-à-dire chaque patient a un dossier médical électronique, quand le patient arrive, le médecin a tout ce qu'il faut à l'intérieur comme antécédent du patient et donc il va plus vite en termes de prise en charge, mais également il a les informations qu'il devrait avoir pour faire le bon diagnostic. Donc du coup, on a de la qualité. Voilà. Okay. Alors, docteur Diagonet, on va faire, avec votre permission, un petit check de ce qui peut miner un tout petit peu le système de santé en Côte d'Ivoire. Un mot sur le plateau technique. Est-ce que vous pensez, quel est le niveau du plateau technique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le plateau technique en Côte d'Ivoire, on va dire qu'il est assez pauvre. Non, on parle sans filtre. Effectivement. L'État fait des efforts. L'État fait des efforts, ça il faut qu'on se le dise. Mais je veux dire qu'à l'heure actuelle, l'état du plateau technique est assez pauvre. Je parlais avec des sages-femmes la dernière fois, et elles me disaient comme ça qu'elles faisaient quelquefois des césariennes avec la lampe de leur téléphone. Oh. Et quand il y a des coupures d'électricité, je veux dire, nous sommes en 2021, tous les hôpitaux, normalement, doivent avoir un groupe électrogène. C'est-à-dire quand il y a coupure d'électricité, le groupe électrogène reprend. Et puis, mais si vous êtes en salle d'opération et que vous avez un malade sur le lit et qu'on coupe l'électricité, ce n'est pas avec une lampe de téléphone que vous allez faire votre... Comment j'en reviens à cette question-là? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'au niveau du politique, on est, entre griffes de ce que vous expliquez, négliger le secteur de la santé? On se souvient, je suppose que vous avez suivi le cas Awa Fadiga, c'était en 2014. Oui. Il y a eu un plan d'urgence par la suite, parce qu'on a attendu ce décès-là avant de débloquer un plan d'urgence qui a coûté, je pense, un peu plus d'1 milliard à l'État de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour réparer le scanner à 156 millions. Comment est-ce que vous expliquez que vous passiez à ce rang-là, que vous soyez relégué justement à ce rang-là au niveau des politiques et au niveau des décisions budgétaires? Je veux dire, si on veut réparer le système de santé, il ne faut pas agir par à-coup. Il faut faire de la planification. Et donc agir sur des buzz, donc ce sont des solutions, je veux dire, circonstancielles qui sont trouvées, alors qu'il faut trouver une solution holistique
intégrer tous les acteurs, discuter avec eux. Il serait important peut-être de faire les états généraux de la santé en Côte d'Ivoire, c'est d'appeler tous les acteurs du système, discuter avec eux et chacun viendra dire son problème. On aura un bon diagnostic et ensuite, à partir de cela, on pourra implémenter des stratégies. Mais, en fait, comment est-ce que vous discutez en réalité avec l'État? Parce que c'est bien de dire on attend que l'État, mais est-ce que vous-même vous allez, je veux dire, est-ce que les acteurs vont vers l'État pour revendiquer des choses, pour plaider justement pour la population, pour proposer des idées? Est-ce qu'ils sont entendus? Comment ça se passe? Quelles sont vos relations? Parce que finalement, on a l'impression que c'est la population qui est le parent pauvre. Exactement. Pas que la population, le personnel de santé aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait justement pour que les choses bougent, ce personnel de santé? Lui qui a prêté serment. Oui, je dis que ils sont assez limités. Le personnel de santé est assez limité parce que si vous êtes dans un hôpital et que vous avez besoin d'un scanner pour prendre en charge des patients qui viennent pour AVC en urgence, vous n'avez pas le scanner, le scanner ne marche pas, vous faites remonter l'information à votre hiérarchie, donc c'est-à-dire le directeur de l'hôpital. C'est à lui de faire remonter l'information plus haut jusqu'au ministère. Et donc si on ne répare pas le scanner... Avec toute votre bonne volonté. Avec toute votre bonne volonté, vous n'allez pas dire, bon, je quitte les urgences parce qu'il n'y a pas de scanner. Mais parce qu'il y a d'autres patients qui vont venir qui n'auront pas besoin de scanner. Oui, mais à un moment, je pense que quand c'est un problème récurrent, tous les acteurs devraient se mettre ensemble justement et puis revendiquer des choses. Il y a des grèves qui sont faites par ces agents qui se plaignent soit de leurs primes qu'ils n'ont pas reçues, du manque de matériel, du manque de formation. On le voit depuis de nombreuses années. J'ai l'impression que ça ne change pas parce que bon, on se retrouve dans des CHR ou des CHU où, lorsque vous êtes malade, vous devez payer vous-même le fil pour la suture, le coton. Comment on fait? Pourquoi on n'avance pas? De façon factuelle, et je reviens un peu, ça englobe un peu la question d'Edith, je reviens un peu sur le cas justement Awa Fadiga en 2014, excusez-moi d'insister, mais il y a eu des choses qui ont été faites, vous avez dit, à la suite de ce buzz-là. Donc vous qui connaissez ce secteur-là, j'ai juste envie de poser 2-3 questions pour savoir où est-ce qu'on en est depuis 2014 par rapport à ce qui a été fait. Alors moi j'ai retrouvé des choses qui ont été faites, notamment c'était 3 milliards qui avaient été engloutis dans ce plan d'urgence-là. Donc réparation du scanner de Cocody à 156 millions de francs CFA. Est-ce qu'il est en état de marche aujourd'hui depuis 2014, ce scanner? J'ai ma petite nièce qui avait besoin de faire un scanner. Et donc j'ai demandé à ma tante de voir au CHU. Je pense que c'est le CHU de Trècheville au Cocody. Mais l'information qu'on m'a donnée, c'est que le scanner était en panne. Oui, ça oui. D'accord. Donc ils sont constamment en panne. On va revenir à la question de Madame Bleu, s'il vous plaît. Je reviendrai ensuite à mon petit état des lieux. Je pense qu'on se rejoint. Pourquoi on n'avance pas? Je veux dire, vous avez parlé du fait qu'il faut plus financer le secteur de la santé. On a tout cet état de lieu, le manque de matériel, le manque même de ressources, parce qu'on sait que certains médecins bien formés préfèrent aller ailleurs pour bénéficier d'autres avantages. Pourquoi on n'évolue pas? J'ai l'impression qu'on parle, mais bon, ça n'ira pas quelque part, comme on le dit. Et du coup, ça permet d'évoquer la question de la qualité des services prodigués, de la pénurie de sang, la pénurie même de places dans les centres de santé. En fait, pour dire, c'est comme si tout le monde voit que ça ne va pas. Et puis, on ne sent pas que les choses bougent comme elles devraient. On sent aujourd'hui qu'on a besoin d'injecter beaucoup d'argent dans le système de santé. C'est super important pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qui bloque? Je dis, l'État de Côte d'Ivoire a pour mission de conduire la politique de santé. Et donc, si on a une volonté politique assez affirmée, je pense que tout le reste devrait pouvoir suivre. Voilà, donc c'est l'État qui pourra dire, par exemple, OK, on passe de 5%. Donc aujourd'hui, le frein justement à l'amélioration des conditions de ce secteur-là, c'est l'État. Je dirais que l'État pourrait faire mieux. OK. Pourquoi l'État ne ferait pas? Vous dire, nous sommes l'État, on veut que les Ivoiriens se portent bien. On sait qu'on a besoin de mettre de l'argent. L'État n'a pas l'argent, c'est ça? Non, je pense qu'on lui a posé la question plusieurs fois, mais malheureusement, il n'est pas l'État. Voilà, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. J'espère que vous recevrez le nouveau ministre ici bientôt pour en parler. Mais je veux dire que c'est une question de priorité. L'État pourrait faire plus pour la santé des Ivoiriens. Je pense que si l'État se donne les moyens, on pourrait avancer. Moi, j'ai quitté les urgences médicales du CHU de Trècheville il y a plus de 13 ans par là. Mais quand vous repartez là-bas,
Mais ils ont les mêmes problèmes qu'on avait il y a 13 ans de cela. Mais pourquoi? C'est-à-dire, à un moment donné, on doit pouvoir s'asseoir et puis dire, OK, quels sont les problèmes que nous avons? Et puis, menons une réflexion pour savoir, est-ce qu'il y a des solutions? C'est-à-dire, dans les solutions, il y a plusieurs types de solutions. Il y a des solutions qu'on peut trouver qui ne coûteraient pas très cher pour l'instant. Et puis ensuite, donc solution à moyen terme, solution à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment. C'est-à-dire, et je pense qu'au niveau de la société ivoirienne, c'est dans tous les secteurs, on ne réfléchit pas suffisamment pour pouvoir aller de l'avant. Parce que quand vous allez dans les autres sociétés, les gens réfléchissent tout le temps. Oui, il y a des colloques. Ils réfléchissent et ils agissent. Merci bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire sur ce plateau ici, hein, M. Diagoné, ce qu'on va réfléchir, ce qu'on va retenir ici, c'est qu'on va faire mieux que porter des problèmes. On va réfléchir, on va chercher à proposer des solutions, notamment une proposition sur la digitalisation. Vous pourrez nous en dire plus. Ce sera juste après une pause. M. Diagoné, on parlait tout à l'heure de ce qui mine un tout petit peu le système de santé en Côte d'Ivoire. Pour progresser dans le débat, nous allons à présent évoquer les solutions qu'on préconise. J'ai juste une question pour vous. Quelle est cette vision, si vous en avez, hein, quelle est la vision que vous avez pour le système de santé ivoirien pour les prochaines années? Mais, ma vision, c'est d'avoir un système de santé qui est un peu plus financé et c'est d'avoir des décideurs qui ont un style de management qui est un peu plus adapté à notre contexte et donc une bonne gouvernance. Et donc si vous avez une bonne gouvernance, je pense que tout le reste va suivre. Et dans le reste, il y a digitalisation. Digitalisation et autres, oui. Alors. Et pour parler d'amélioration du système de santé ivoirien, vous avez donc mentionné cet impératif de digitalisation, comme vous le citez, dans la stratégie de santé. Oui. Quels sont les avantages et comment cela doit se faire dans la pratique? Parce qu'on parle, c'est bien, de digitalisation, mais il faut être équipé également. Il faut avoir l'électricité, il faut être connecté. Et même que, voilà, est-ce qu'elle n'existe pas déjà, cette digitalisation, ouais. M. Diagoné? Bon, la digitalisation, elle existe à un niveau assez primaire en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, c'est très avancé. Un exemple très concret, nous avons en Côte d'Ivoire une pénurie très grave de sang. Donc, c'est-à-dire, si nous n'avons pas de sang, quel que soit ce que nous faisons, équipement des hôpitaux, formation du personnel, s'il n'y a pas de sang, quand une femme est en train de délivrer un bébé, elle fait une hémorragie, s'il n'y a pas de sang, on la perd. Il n'y a pas autre solution. Il faut du sang. Si on n'a pas, on la perd. Et donc, nous, à Innovative Healthcare Solutions, nous sommes en passe de signer une convention avec le Centre national de transfusion sanguine pour les accompagner à être plus performants et à résoudre le problème de sang. Mais les solutions qu'on va apporter sont à divers niveaux. Donc, dans le numérique, par exemple, pour nous, notre responsabilité serait d'aider le Centre national de transfusion sanguine à avoir un système qui va leur permettre d'avoir un circuit de distribution de sang plus sécurisé. De sorte à ce qu'une partie du sang qui est collecté par les Ivoiriens pour d'autres Ivoiriens ne parte pas sur le marché noir et n'enrichisse pas des individus indélicats. Et parlant justement de système, vous avez sorti cette application eWomen, si je ne me trompe pas. Quel apport exactement dans l'amélioration de ce système sanitaire? Bon, eWomen, c'est une application qui permet aux populations de naviguer facilement à travers le système de santé, donc de retrouver une pharmacie, de retrouver un médecin, de retrouver un professionnel de la santé. Et eWomen est parti d'une expérience personnelle assez tragique. Moi, je réside aux États-Unis, donc je suis dans un processus de retour. Et on m'appelle en janvier 2019 pour me dire que ma petite sœur qui a accouché dans un centre de santé de proximité, donc dans un hôpital général, a fait un enfant, une fille, et l'accouchement était difficile, donc il y a eu une détresse respiratoire de l'enfant. Et l'hôpital n'était pas assez équipé pour pouvoir prendre en charge l'enfant. L'enfant a été référé au CHU de Trècheville. Là-bas, il n'y avait pas de place. Donc c'est l'éternel problème de place. Et j'ai dû appeler, parler avec le médecin en charge, dire c'est la nièce d'un médecin,
est-ce que vous pouvez m'aider et tout. Elle dit, Doc, il n'y a pas de place, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas mettre l'enfant sur une chaise et tout ça, comment je vais... Donc, il fallait rapidement trouver un autre hôpital qui a l'équipement nécessaire pour pouvoir prendre en charge un nouveau-né qui est en détresse respiratoire. Donc, tout de suite, nous, on dit, allez dans l'hôpital, la clinique la plus proche. Ils vont là-bas, il n'y a pas de place. Et donc, on fait le tour de 3 hôpitaux. Et c'est du temps qui se perd. Voilà, c'est du temps qui se perd. Et donc, finalement, on trouve une clinique à Koumassi. On arrive là-bas, l'enfant est admis dans l'hôpital. Et 3 jours après, l'enfant décède. Et donc, si on avait I8 en son temps et on partait là-dessus, on lançait une recherche, une clinique qui a mesure de prendre en charge un enfant avec une détresse respiratoire, donc un service de néonatologie, tout de suite, on aurait identifié 2, 3 cliniques, envoyé des messages à ces cliniques-là, on aurait eu un retour, on saurait exactement quelle est la clinique qui a de la place, on irait là-bas, et peut-être que je serais aujourd'hui venu avec ma nièce pour regarder ce show. Les cliniques, les médecins, l'ordre des médecins, les cliniques, toutes les parties prenantes sont impliquées dans ce projet pour avoir cette réactivité-là. Parce que pour pouvoir savoir en temps réel s'il y a des places dans tel ou tel hôpital, il faut une véritable implication des parties prenantes. Oui, nous mettons l'application à leur disposition. Donc, on a commencé à discuter avec tout le monde pour pouvoir avoir leur adhésion. Et donc, si tout le monde est d'accord pour pouvoir utiliser I8, je pense que il y va de tout le monde, c'est-à-dire les professionnels de la santé auront de la visibilité, mais les patients pourront avoir tous les professionnels de santé à partir d'un clic. Au-delà de cette application-là, vous avez parlé de digitalisation. Aujourd'hui, il faut avoir des CHU, comme on en a ici, qui ont des sites internet, de sorte qu'aujourd'hui, on puisse prendre rendez-vous, même avec un médecin à partir de chez soi. Pas souvent s'est déplacé pour qu'on vous dise que le médecin n'est pas disponible, alors que les personnes, on sait que ça va être du transport, ça va être une longue attente. Et gagner du temps, ça permettra de gagner du temps. Ouais. Et on l'a dit, sauver des vies. Je rappelle que l'Observation médicale de Côte d'Ivoire, donc organisée dans la 2e conférence annuelle, c'était donc avec pour thème l'apport du numérique dans la transformation du système de santé ivoirien. Vous avez conduit, vous conduisez l'opération. Oui, donc je suis même venu aujourd'hui avec un ami, Richard Conan, qui est le concepteur de OMCI, qui est l'Observatoire médical de Côte d'Ivoire. Donc, nous, en tant que Innovative Healthcare Solutions, nous avons sponsorisé l'événement. Et donc, moi, j'ai été l'un des panélistes. Donc, j'ai aussi développé la question de savoir comment on pourrait utiliser le numérique pour transformer de manière qualitative le système de santé ivoirien. Et donc, mais ça passe par des investissements. Parce que, si la volonté. Et de l'implication. Absolument. Des parties prenantes. Absolument. Merci beaucoup, Dr Diagoné Dodier. Je rappelle que vous êtes spécialiste de santé publique et de l'informatique médicale et, vous l'avez dit, CEO de Innovative Healthcare Solutions. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Merci. On y croit en ce système de santé-là, on croit en son amélioration. C'est un domaine très important. Rihanna le disait tout à l'heure pendant la pub. Il faut vous retrousser les manches. Voilà. Non, il faut vous retrousser les manches. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain sur ce même plateau là pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Demain.